Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons à présent ouvrir la conférence Raphaël Lemkin. Cette conférence prend place dans le cadre du colloque 110 ans après Histoire, résonance, recherche sur le génocide des Arméniens, qui est co-organisé par l'Université Paul Valéry, par l'Institut Maïmonide, par le groupe Conseil de recherche international sur le génocide, le CSI, par le CESPRA, EHSS-CNRS. Cette conférence porte le titre « Un droit d'humanité face au génocide, 110 ans après le génocide des Arméniens ». Elle est placée donc sous l'égide de l'œuvre et de la figure de Raphaël Lemkin. C'est une conférence qui rappelle l'importance de la reconnaissance des génocides passés pour prévenir ceux du futur et s'appuie sur des savoirs scientifiques et les implications concrètes de ces savoirs. Pour ouvrir cette conférence, je vais accueillir Michael Mancou, directeur de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin de Montpellier, pour l'allocution d'introduction. Cher Monsieur le maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, Michael Delafosse, cher Vincent Pierre, chers amis, après la 30e commémoration du génocide des Tutsis, connaissance et reconnaissance de l'histoire du passé au présent avec l'association Bouca France que nous avons organisée, vous vous en souvenez bien, en ces mêmes lieux, dans cet écrin magnifique de la Maison des Relations Internationales, Nelson Mandela, dans le cadre de la conférence annuelle Raphaël Lemkin à Montpellier, processus génocidaire, génocide et prévention, l'Institut universitaire Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, que je représente en tant que directeur et avec son président délégué Charles Lepie, s'inscrit dans la réflexion sur le génocide. Alors c'est une démarche entreprise dès l'origine de l'Institut Maïmonide, la Shoah, dont la spécificité, la singularité nous a poussé à traiter des autres génocides et aujourd'hui, celui officiellement, premier du XXe, officiellement, car je le disais tout à l'heure, on ne peut passer sous silence le massacre des Guerreros, galop d'essai des génocides à venir de ce XXe siècle. Cette année 2025 voit donc la commémoration d'un tristement double anniversaire, 110 ans du génocide des Arméniens, 80e anniversaire de la Shoah. Et je rappelle à nouveau, puisque Michael est présent, Monsieur le maire est présent, le nom du poète Charles Péguy, directeur fondateur de la célèbre revue Les Cahiers de la Quinzaine, où la situation des peuples opprimés, persécutés, et notamment des Juifs et des Arméniens, est bien présente. Bernard Lazare, qui fut le premier défenseur de Dreyfus, figure éminente de la ville de Nîmes, et pour lequel, effectivement, aujourd'hui, il y a une mobilisation pour à nouveau ériger une statue à sa gloire, entre guillemets. Il fut l'inspirateur de ces cahiers, il prit la défense des Arméniens massacrés dans l'Empire ottoman dans les années 1894-96, fut, selon Péguy, un athée ruisselant de la parole de Dieu, un homme de 50 siècles. C'est lui qui publia dans les cahiers de la Quinzaine tout un cahier consacré à la persécution des Juifs en Roumanie, d'autres furent consacrés au pogrom des Juifs pendant l'Empire tsariste. Et à propos de ces événements tragiques, un autre auteur des cahiers de la Quinzaine, Lucien Aron, connu aussi sous le nom de Georges de la Hache, a écrit cette phrase lourde de sens: les Juifs sont les Arméniens de l'Europe. Destin commun que celui des Juifs et des Arméniens, je l'ai rappelé, et le docteur Termon l'a fait bien mieux que moi tout à l'heure, parcours souffrentiel, destiné lacrymal, mais une longue mémoire qui force l'admiration en ces temps de résurgence raciste et antisémite. Ce colloque international revêt une importance capitale. En ce 80e anniversaire de la Shoah également, rappelé, en tant qu'historien, directeur de l'Institut Maïmonide et délégué de Yad Vashem, qu'Auschwitz, le plus grand centre d'extermination créé par les nazis, reste une part indicible et de honte dans la mémoire d'Europe et demeure l'éclairage le plus cru sur ce que fut une longue accoutumance au meurtre des Juifs. L'histoire de la Shoah n'est point une parenthèse barbare, des siècles d'antisémitisme ayant pavé le chemin d'Auschwitz. Antisémitisme paléolithique, anti-judaïsme chrétien médiéval, hitlérisme,
antisémitisme contemporain, un long processus de la perte de la citoyenneté à l'arianisation économique, la spoliation des biens juifs, la traque, l'arrestation, la déportation. Et aujourd'hui, des formes contemporaines de ce que certains historiens ont appelé la pluie fluviale de l'histoire, révisionnisme, négationnisme, banalisation de la Shoah, concurrence mémorielle, trop-plein de Shoah, antisionisme. Auschwitz n'est point un événement historique parmi tant d'autres, et nous devons éviter le danger que le génocide juif du XXe, la Shoah, le cataclysme, ne perde de son intérêt aux yeux des jeunes qui ne trouveraient aucune réponse appropriée aux questions et situations auxquelles ils sont confrontés. La disparition de la génération des survivants nous met devant un défi redoutable, Annick l'évoquait tout à l'heure, pour les Arméniens. De par leur seule présence, les rescapés nous obligeaient à nous placer dans le champ de l'éthique. Sans eux, il sera beaucoup plus ardu de faire prendre conscience à un large public de la centralité morale de la Shoah dans la société contemporaine. Outre les défis naturels liés au passage du temps, nous sommes également confrontés à des enjeux idéologiques prenant la forme d'une négation ou d'une révision de l'histoire de la Shoah. Alors nous détenons, nous, historiens, avec l'Institut d'Yad Vashem en Israël, une responsabilité particulière pour suivre le travail de documentation et de recherche, pour affermir la vérité historique, développer un discours explicatif, ce que la tradition juive appelle le Midrash, afin que la dimension éthique de la Shoah et que son message de responsabilité, de tolérance, effectivement, prenne un sens pour tous les êtres humains, quelle que soit leur origine culturelle, ethnique, sociale. La commémoration n'est pas synonyme de connaissance. Apprendre le passé, le comprendre, le questionner, maintenir, et nous l'avons affirmé l'année dernière, des politiques commémoratives efficaces, préserver des sites historiques, promouvoir l'éducation, la documentation et la recherche. Et je sais gré à Michael Delafosse d'avoir inauguré récemment le parc Marc devant l'université Paul Valéry, ce médiéviste probe qui effectivement a laissé une trace importante dans notre ville de la montagne. Pour la Shoah, pour le génocide arménien, une responsabilité qui implique de faire connaître les causes, les conséquences et la dynamique de ces crimes afin de renforcer la résilience des jeunes face aux idéologies de haine, tirer les leçons du génocide et ainsi lutter contre l'obscurantisme, contre les dérives raciales. Les communications vont nous y aider, explorer les dimensions historiques, juridiques, littéraires, artistiques et géopolitiques du génocide des Arméniens dans une perspective interdisciplinaire et internationale, avec donc des chercheurs, des enseignants, des juristes, ainsi qu'il est écrit dans ce programme, des écrivains, des artistes venus d'Arménie, de France, des États-Unis, d'Amérique et d'autres pays, pour croiser les regards et enrichir les approches. Faire dialoguer savoir scientifique et sensibilité mémorielle. Un colloque qui incarne, selon ses organisateurs, au premier rang desquels Annick Asso, Vincent Duclerc et Pierre Kirchléger, enseignants, chercheurs, investis de longue date dans les domaines de l'histoire contemporaine, des études sur les génocides et la transmission des savoirs, la mobilisation du monde universitaire pour une mémoire vivante, ancrée dans la recherche, l'éducation et le dialogue entre les disciplines et les cultures. Il s'inscrit également à la continuité des actions de valorisation et de diffusion des savoirs en lien avec partenaires culturels et institutionnels. Réaffirmer notre humanité. L'humanité n'est pas une valeur, l'humanité est un fait qui inclut aussi la monstruosité et la barbarie, la banalité du mal, une mémoire vivante et vibrante. Je vous remercie. Nous remercions l'Institut universitaire Naël d'Averest Lalaquin de Montpellier, représenté par Michael Yankou, pour son soutien scientifique institutionnel dans la construction de ce rendez-vous, cette conférence Raphaël Lemkin qui s'ouvre aujourd'hui et qui est la deuxième édition qui se tient à Montpellier, après l'édition précédente, comme nous l'avons rappelé, sur le génocide des Tutsis du Rwanda. Nous passons ce soir à une conférence dédiée à l'Arménie avec ce titre « Un droit d'humanité face au génocide 110 ans après le génocide des Arméniens ». Je remercie chaleureusement la ville de Montpellier pour son soutien décisif. Monsieur le maire, monsieur Michael Delafosse, merci d'être présent pour cette conférence ce soir. Vous nous honorez de votre présence et nous en sommes très reconnaissants.
C'est un soutien fort et constant de la ville de Montpellier, il faut le rappeler, qui est manifesté aujourd'hui et par le biais de différentes autres manifestations qui ont eu lieu précédemment et qui vont encore avoir lieu. Montpellier qui se consacre à la mémoire, à la reconnaissance historique, à la prévention des crimes contre l'humanité, et cela reste plus que jamais un enjeu de citoyenneté et de démocratie. Merci, Monsieur le maire. Je vous passe à présent la parole pour votre discours inaugural. Ce sera quelques mots. Je voudrais d'abord saluer l'Université Paul Valéry, l'Institut Maïmonide, cher Vincent Duclerc, de tenir ce colloque et vous dire avec Lara Hart, qui se présente en relations internationales, combien nous sommes honorés de vous recevoir ici et de recevoir les chercheurs, Genève, Paris, qui viennent à nous et d'autres intervenants, ici dans ce lieu. Dans ce lieu qui fut auparavant l'école des Beaux-Arts de Montpellier, qui a eu comme étudiante Pierre et Colette Soulage, Robert Combast, Valentine Schigel et d'autres, et qui depuis 25 ans, nous l'avons fêté dimanche, est la Maison des Relations Internationales, lieu où Montpellier dialogue avec le monde, dialogue par la culture, par la fête, arrivent les soirées festives, mais aussi à travers les échanges académiques, intellectuels. Et cela est pour nous très important et nous sommes très honorés de vous recevoir ici. Je veux le dire avec beaucoup de force. Je voudrais quand même, avant de dire quelques mots sur les génocides, sur la mémoire du génocide arménien, me faire le devoir de saluer la mémoire de Pierre Morin, auteur des lieux de mémoire, et qui peut-être fera l'objet lui-même de colloques et de controverses sur les lois mémorielles ou pas, car il contribua à ce que là, je ne suis pas là pour trancher la controverse, mais je veux quand même saluer publiquement ce très grand historien qui a joué un rôle d'un point de vue de sa discipline, l'histoire, mais aussi du débat intellectuel, en animant la revue Le Débat, et peut-être regretter qu'un jour, avec son équipe, ils aient baissé les bras en se disant il est difficile encore d'exprimer des opinions complexes et de nourrir le débat démocratique. Je veux le dire avec force, nous tiendrons bon ici. Et c'est pour ça que c'est le moyen pour moi là de réitérer l'invitation à poursuivre, à vous dire que vous êtes chez nous. C'est pour nous très important. Ensuite, que pouvons-nous? Bien sûr, soutenir ce type de colloque. Et moi, la fonction de maire, qui est la mienne, est une fonction éminemment républicaine, de construction de la citoyenneté auprès de nos administrés, de devoir de vigilance, comme l'a rappelé Mickaël Yangon. À Montpellier, nous sommes une des premières villes de France où un maire a jugé utile d'ériger un monument à la mémoire des victimes du génocide arménien. Georges Frêche, je veux le saluer. Il l'a fait, bien sûr, peut-être au contact, c'est toujours très intimidant pour moi de devant le professeur Dédéian, parce qu'il rencontrait ses pairs et échangeait, mais il ne l'a pas fait parce qu'ici il y avait une diaspora plus importante qu'ailleurs. Il l'a fait parce qu'il était un maire, historien, et se disant comment nous pouvons œuvrer à la mémoire. Et je dois vous avouer que cette cérémonie à laquelle je participe comme élu depuis de nombreuses années, même si cette année, en raison d'un déplacement au Royaume du Maroc, je n'ai pas pu être présent, est un moment toujours très émouvant, où à la fois on rencontre les rescapés, les familles qui ont le deuil de leurs aïeux qui sont là, et c'est aussi un moment où on est sur l'esplanade et on s'adresse au grand public. Et c'est là où la dimension civique du maire et des élus joue son rôle. Dire ce qu'a été la réalité génocidaire, raconter le processus génocidaire, raconter les voies
qui ont courageusement pris la parole en Europe. Je prends une qui est inspirante pour moi, celle de Jaurès, mais aussi toutes les lâchetés des diplomaties face au processus. Et puis, c'est l'occasion aussi, souvent, de rappeler, en tout cas, l'allocution que j'ai prononcée il y a 2 ans, était de dire qu'il faut défendre la liberté des historiens. Parce que en Turquie, il y a des historiens qui font leur travail d'historien. Et que aujourd'hui, la reconnaissance du génocide, si elle est établie par de nombreux pays européens, la France en particulier, eh bien, n'est pas le cas partout. Et que le négationnisme, tu as cité, cher Michael, ce terme, est très puissant à l'endroit du génocide arménien. De la même manière que la Shoah souffre d'un négationnisme dont Robert Faurisson était la triste figure pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui vient se confronter à un relativisme qui est très dangereux. Consisterait à dire c'est loin, on n'arrête pas de nous en parler, puis etc., il y a d'autres malheurs. Donc là, nous avons un devoir de vigilance. Et en même temps, dans ces temps où nous sommes parfois inquiets, où parfois nous baissons les bras, où parfois nous doutons, je veux vous dire que l'année dernière, quand nous avons pris la décision, cher Claire, d'ériger un monument, une stèle commémorative à la mémoire du génocide, pour lequel, cher Vincent Duclerc, vous avez tant œuvré pour notre compréhension du génocide au Rwanda, quand les représentants d'Ibuka ont pris la parole, je vous livre le sentiment, j'ai été très ému parce que dans cette tragédie où des témoins avaient pris la parole, et c'était éprouvant, j'ai été très touché d'entendre les représentants d'Ibuka évoquer le génocide arménien, évoquer la Shoah, évoquer leur conviction. Et nous n'étions pas dans une compétition mémorielle ou des mémoires qui se penseraient en silo. La prise de parole qui était là avec de nombreux jeunes, d'ailleurs de l'université Paul Valéry, était bien, c'est la mémoire non pas des rescapés, non pas des descendants, c'est la conscience de l'humanité. Parce que cette question du génocide nous renvoie à notre propre humanité, à ces questionnements. Qu'aurions-nous fait? Comment des gens qui sont nos semblables, Hannah Arendt a très bien traité cela, ont pu se livrer à pareille abjection sans avoir le discernement? Comment ce processus peut avoir lieu? Et donc, j'en viens à nouveau au rôle d'un maire. Une stèle, nous aurions voulu le faire cette année, on le fera l'année prochaine, qui sera complètement réhabilitée. J'en prends l'engagement. Une stèle où, à l'occasion des 80 ans de la libération du sol national, et où en 1945 revinrent certains survivants des camps, mais d'autres pas, et nous mettrons leur nom à côté du monument à la mémoire des victimes de la résistance, de la déportation, et où se trouve, je crois, cette photo qui nous bouleverse de Georges Frêche à Auschwitz, dont il a ramené de la terre, et nous allons mettre chacun des noms. Nous allons faire ça, et on va continuer parce que c'est ça notre rôle. C'est pas de porter une mémoire pesante sur les jeunes générations, c'est de créer les conditions pour que leurs professeurs, pour que ceux et celles qui s'intéressent à ces sujets ou estiment qu'ils ont un rôle à jouer, puissent transmettre, puissent s'expliquer, puissent cultiver ce qu'est quelque chose de formidable dans un enfant, son caractère espiègle, curieux, qui veut comprendre, et qui a besoin de la grande rigueur, pardon, elle est évidente, de la rigueur des historiens, pour pouvoir ensuite utiliser le meilleur matériau pour saisir et pour semer quelque chose. Parce que de la même manière que pour le génocide arménien, nous n'avons plus
la parole des rescapés, ceux de la Shoah. Nous avons eu la chance de recevoir ici Ginette Kolenka. Nous savons que le temps fait son œuvre. Et donc, nous devons travailler à cette transmission. Et c'est là notre rôle. Et c'est là ce que j'appellerais l'alliance ou la coalition entre la communauté académique, scientifique, qui doit continuer à traiter de ces sujets, et nous qui sommes ici élus, responsables des politiques mémorielles, des noms de rues, de places, de crédits que nous mettons aux côtés de l'éducation nationale pour sensibiliser, pour expliquer face à, disons-le, des périls qui sont là. Les réseaux sociaux, j'évoquais les relativismes, j'évoquais tout ça. Mais notre camp n'est pas désarmé, je veux le dire. Nous pouvons continuer à semer, et moi j'ai une profonde confiance, car on le voit chaque fois qu'on invite des jeunes aux cérémonies, chaque fois que des projets se conduisent, chaque fois qu'un professeur d'histoire, dont je suis, des quatrièmes, mais j'ai eu des troisièmes, et en début de programme de troisième, j'enseigne dans un collège, voilà, il faut les tirer les enfants là-bas. Mais quand on enseigne le génocide arménien au milieu de la Grande Guerre, mais ils débordent de questions et ils ont soif de comprendre. Et d'ailleurs, celui qui me l'a raconté, c'est Aurel, notre dessinateur, et qui a traité de l'Arménie. Bon, et donc aujourd'hui, voilà, moi je reste très confiant. À nous de faire notre travail, aux chercheurs, et c'est pour ça que nous sommes très honorés de vous recevoir, de pouvoir tenir colloque, que la librairie Sorens ait davantage d'ouvrages encore pour aider Annick, puisque même le film, voilà, d'ouvrages qui aident les professeurs, qui aident les élus, que nous travaillons à cela. C'est vrai que les temps apparaissent parfois sombres, mais moi je suis de ceux qui, comme tant d'autres d'ailleurs, hein, je le dis, nous relevons les défis qui sont devant nous et nous devons continuer à nous adresser à la jeune génération. Et nous devons continuer à nous élever dans le débat démocratique et dans le débat mondial face à ce spectre très dangereux qu'est le négationnisme. Je veux le dire ici. Nous devons, là, être très vigilants. Nous devons être très vigilants à cette phrase de Malraux. Mal nommer les choses est ajouter au malheur du monde. C'est pour ça que nous avons besoin du travail des historiens et des historiennes. Voilà, c'est un peu long, pardonnez-moi, je suis même un peu égaré sur le coup initial. Et je suis vraiment très heureux de vous saluer et je veux vous le dire, comptez sur nous. Comptez sur nous. Je veux vraiment, M. Duclerc m'a accueilli, merci de nous prêter sur. C'est moi qui vous remercie, c'est nous qui vous remercions. Voilà, c'est nous qui vous remercions, car si la liberté académique s'exprime, c'est les libertés démocratiques qui sont confortées. Et ensuite, chacun fait son devoir à sa tâche pour faire en sorte que notre humanité puisse continuer à assurer des chemins de progrès. Voilà, merci infiniment. Merci infiniment, Monsieur le maire de Montpellier, Michael Delafosse, pour ces paroles à la fois d'engagement, d'espoir et également de vigilance que vous avez prononcées. Et je vais à présent introduire celui qui va poser les jalons scientifiques de cette conférence, Raphaël Lemkin, le professeur Vincent Duclerc, historien, ancien directeur du CESPRA, Centre des savoirs sur le politique, recherche et analyse de l'École de hautes études en sciences sociales, spécialiste internationalement reconnu des génocides et de leur processus. Vincent Duclerc, dont les recherches œuvrent dans deux directions fondamentales qu'il faut rappeler, la reconnaissance des génocides et également leur transmission. Son travail pionnier sur l'histoire du génocide des Arméniens, également sur le droit des génocides et sur les politiques de reconnaissance, éclaire depuis de nombreuses années
les recherches non seulement en France, mais aussi à l'international, et nourrit les débats citoyens comme celui que nous avons aujourd'hui sur ces questions à la fois historiques et juridiques. Cher Vincent, je vous cède la parole pour votre introduction du thème de la conférence. Merci beaucoup Annick, et à nouveau je tiens à remercier Annick et vraiment dire combien elle a œuvré pour ce colloque. Je propose qu'on je l'ai vu à l'heure et je dois dire qu'effectivement, sans elle, sans effectivement son travail à la fois intellectuel mais aussi pratique, ce colloque n'aurait pas eu lieu. Et c'est vrai que le colloque et la conférence Lemkin bénéficient effectivement du plein soutien de la municipalité de Montpellier, de la ville de Montpellier, de M. le maire. C'est vrai qu'on a apprécié effectivement ce que vous avez dit, on s'est retrouvé effectivement dans nos propos. C'est aussi que voilà, l'idée que notre camp n'est pas désarmé, ben oui, c'est important effectivement de ne pas baisser les bras. Et vous avez eu des mots très forts. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, à Montpellier, avec tous ses habitants, tout à l'heure il y avait des jeunes qui effectivement étaient heureux. Et en fait c'est intéressant parce que leur joie venait effectivement dans la salle. Et au fond c'était un tout petit peu, voilà, il y avait un petit peu de bruit, mais au fond c'était beaucoup mieux d'une certaine manière. C'était vraiment ça, c'était la vie. Et moi, je trouvais ça très très bien. Donc ces habitants, Montpellier, on le sait, vous l'avez rappelé, M. Vert, c'est une cité de la connaissance, des arts, de la culture, des mémoires. Montpellier, c'est aussi ses universités, donc l'Université Paul Valéry, qui est vraiment à la manœuvre pour ce colloque, de nombreux chercheurs, des enseignants. Et puis donc la municipalité et l'engagement du premier élu. Donc c'est pour cela que je tiens effectivement à vous remercier, aux organisateurs, en mon propre, donc en particulier pour nous accueillir dans cette très belle maison de relations internationales. Le maire, mais aussi votre équipe, donc là aussi, peut-être il faut le dire. Oui, donc effectivement, nous-mêmes, Clémentine Babin, qui était à nos côtés depuis le début, le maire adjoint chargé des finances, Michel Aslagnan, parce qu'il a été très professionnel, avec beaucoup de précision et de patience. Les échanges de mails entre Annick Assot et Michel Aslagnan feraient l'objet d'un gros livre. Et donc, non, mais je tiens, monsieur le maire, à vous dire cela, parce que il faut savoir que vraiment toute la municipalité, à la fois a été mobilisée, mais aussi a vraiment agi avec beaucoup de bienveillance, et ça, c'est pas effectivement, c'est même assez rare, donc c'est effectivement à souligner. L'Institut Maël-Moïse, alors qui effectivement a tout de suite, grâce à son directeur, Michael Blancou, accepté l'idée de cette conférence Lemkin. Je reviendrai dans un instant sur ce que signifie cette conférence Lemkin. Mais effectivement, il me revient le soin d'introduire et de présenter, de remercier nos trois intervenants. Alors malheureusement, Thomas Hockman, qui est un éminent et jeune professeur de droit de Paris élémentaire, qui est vraiment un très grand spécialiste du négationnisme arménien, qui a joué un très grand rôle, et qui joue un grand rôle dans la réflexion théorique sur le droit, mais aussi dans la transmission. Il est très très actif. Il a donc co-signé avec Raymond Carwalker et moi-même l'ouvrage sur Arménie, un génocide et la justice. Et malheureusement, il venait de Berlin, parce qu'il porte la parole de la science et du droit très loin en Europe ou au-delà. Il était aussi avec Yerevan il n'y a pas longtemps. Bien, son avion a été annulé, il ne peut pas effectivement être présent. On le regrette beaucoup. Mais en revanche, est présente Valentina Calzolari. En fait, Valentina Calzolari est professeure de littérature arménienne à l'Université de Genève. Elle est présidente de l'Association internationale des études arméniennes depuis 2007. Elle est aussi membre d'une grande fondation. On a parlé, vous avez évoqué les chercheurs turcs, les intellectuels extrêmement courageux. Et c'est le cas de Randik. Vous appartenez à la fondation Randik. C'est très important. Vous êtes l'éditrice de l'Armenian Text and Studies. Vous dirigez de nombreux projets internationaux et vous faites des publications extrêmement précieuses de textes, notamment chez Drepos en 2011, aux origines du christianisme arménien. Ce sont des ouvrages qui impliquent beaucoup de travail énorme qu'on ne voit pas, c'est pas, si vous voulez, l'impact public
est parfois assez faible malheureusement, mais l'impact scientifique est majeur. Et donc, vraiment, il faut souligner effectivement le travail de chercheuse, d'éditrice de textes que vous menez, c'est tout à fait exceptionnel. Et donc, Valentina Calzolari, donc, professeure à l'Université de Genève, va exposer effectivement voilà, le matériau, les sources littéraires pour l'étude du génocide des Arméniens. Et donc, on va l'entendre avec beaucoup d'intérêt. Et je dois dire que eh bien, déjà en 2017, rendez-vous avait été pris avec Valentina Calzolari, qui vient à Paris, s'exprimer dans le cadre d'une mission d'études en France sur la recherche et l'enseignement des génocides. Ça n'avait pas été possible. Je me rappelle que vous aviez tout de suite dit oui, je viens. Et puis malheureusement, pour des raisons liées en particulier aux manifestations des Gilets jaunes, les conférences avaient été annulées. Donc vous êtes présents, on est extrêmement heureux que vous soyez présents. Et puis, donc Raymond Kervokian, ici présent, qui est historien, qui est professeur émérite, directeur de recherche émérite à l'université de Paris 8, qui est actuellement le président du musée Institut du génocide des Arméniens de Yerevan, qui vient, on m'a mentionné tout à l'heure, qui vient effectivement de réaliser un très grand colloque international à Yerevan. On revient juste de Yerevan, un dimanche on était encore dans l'avion. Et Raymond Kervokian est l'auteur de très grands livres. Hein. Le premier en 2006, Le génocide des Arméniens, chez Odile Jacob. C'est vraiment l'ouvrage de référence qui est fondé sur un travail de source et ensuite d'analyse qui est extrêmement impressionnante. Hein. Et Raymond Kervokian vient au fond de publier le deuxième opus de cette œuvre avec Parachema génocide, toujours chez Odile Jacob, en 2023. Et en fait, il étudie comment Mustafa Kemal et les kémalistes vont poursuivre l'entreprise génocidaire en direction des Arméniens, mais aussi des Assyro-Chaldéens et aussi des Grecs. Donc, ces deux livres qui se trouvent, restent donc en vente grâce à André Sorat, et qui permettent effectivement de dire ce que Raymond Kervokian va exposer, c'est-à-dire une analyse comparative des génocides, parce qu'il a acquis une grande compétence aussi sur le génocide des Tutsis au Rwanda, dans la mesure où il a fait partie et il a été un pilier de cette commission avec le jeune Étienne Rouanet qui est aussi présent, qui exposera le dossier donc, de Gustave Rouanet, très intéressant d'écouter, d'apprendre la défense des Arméniens. Eh bien, Raymond Kervokian s'est révélé un pilier extraordinaire de cette commission de recherche, et je dois dire, comme effectivement pour Valentina, lorsque j'ai demandé à Raymond Kervokian d'entrer dans cette commission, je l'ai eu au téléphone à Yerevan, immédiatement il a dit je viens. Ça, c'est effectivement, je crois, chapeau bas, il faut le dire, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, je vais juste terminer, si vous voulez, après ces présentations. Donc, on écoutera d'abord Raymond Kervokian pour garder effectivement l'exposé de Valentina qui va effectivement nous amener vers la littérature. Je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à souligner. Je dois simplement terminer en disant pourquoi Lemkin, pourquoi cette conférence Lemkin. Lemkin est un personnage extraordinaire que Yves Ternon a évoqué. Hein, c'est un professeur de droit, un jeune étudiant qui va effectivement assister au procès Télérian, donc qui exécute finalement la sentence de la cour martiale de Constantinople en direction en particulier de Talat Pacha. Et en fait, son histoire est incroyable, c'est-à-dire qu'il va vraiment travailler le droit, il va imaginer à Madrid en 1933 d'envisager sur la base de ce qu'il a vu pour les massacres arméniens, d'envisager une double incrimination nouvelle, crime de barbarie, crime de vandalisme. Le vandalisme, c'est-à-dire de s'acharner sur en fait, les biens symboliques ou les biens matériels, les églises, les cimetières. Et finalement, si on rapproche crime de barbarie et crime de vandalisme, on a le crime de génocide qui va être donc pensé et donc écrit dans le fameux livre Axis Rule in the People Europe, qui date de 1944, et c'est en 1943 qu'il arrive effectivement à aller sur cette nouvelle incrimination qui est à la hauteur du crime commis à la fois contre les Juifs d'Europe, mais aussi contre les Arméniens de l'Empire ottoman. Lemkin mène les deux études. Et donc, de ce point de vue-là, Lemkin est aussi un historien. Et l'ouvrage Axis Rule in the People Europe, et notamment le chapitre 9 où il expose le génocide, c'est un vrai livre d'historien avec des annexes énormes, avec une démarche extrêmement intéressante.
Donc effectivement, je ne vais pas être trop long, mais Lemkin est aujourd'hui l'objet de nombreuses études, en particulier en France, sur Annette Becker, les juristes Olivier Beauvalet ou Jean-Luc Panet, qui viennent de rééditer aux éditions des Belles Lettres le livre de Lemkin. Et puis on connaît aussi le récit effectivement que l'avocat Philippe Sanz a fait de la compétition entre Lemkin et puis le père Crime contre l'humanité, le Dr. Park. Ça s'appelle Retour à Lemberg. Ça a permis de populariser effectivement le sujet, ainsi que le travail non traduit et intéressant de Samantha Power, qui a été ensuite ambassadrice de Barack Obama aux Nations Unies. Donc c'est une référence majeure, et donc je voudrais simplement terminer cette évocation en vous montrant, parce que je pense que c'est important de voir les personnes, d'incarner, et vous allez voir effectivement qu'il y a une petite analyse que l'on pourra faire de deux images, et effectivement c'est toujours intéressant, notamment lorsqu'on est devant des élèves, parce qu'on pense toujours aux élèves. Je remercie Pierre Delafosse de me rappeler, de leur mentionner qu'il enseignait toujours. Moi je suis amené à avoir beaucoup de professeurs de collège et de lycée en France, et je peux dire que effectivement ce que font les professeurs c'est exceptionnel. C'est vraiment, je crois qu'on peut être fier des professeurs de géographie, bien sûr de toutes les autres disciplines, mais quand même là on a quelque chose d'extrêmement précieux pour notre démocratie. Et donc revoyons un instant effectivement ces deux photos, et elles sont très intéressantes parce que, en gros, vous allez voir le mieux l'ennemi du bien. Et après je passerai la parole donc à un professeur qui m'occupe. Alors voici une première image, elle est belle en fait, c'est Lemkin, une image colorisée, vous voyez. C'est vrai que c'est une image extrêmement touchante en fait, avec, vous voyez, ce regard bienveillant, cette liberté même dans l'habillement, mais voilà la manière dont il regarde de manière extrêmement précise l'horizon. Alors, néanmoins, cette photo colorisée est très, très belle en fait, émane d'une autre photo en noir et blanc. Et cette photo en noir et blanc, elle est beaucoup plus intéressante, bien évidemment. Oui, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à ne pas recadrer les photos. On le sait, notamment les fameuses photos de Schwitz, où en recadrant les photos, on n'a pas compris qu'elles étaient prises des champs à gaz. Et voilà, donc effectivement, je vais me déplacer. Ce qui est très intéressant, là il est un peu écrasé, je suis désolé, mais qu'on voit deux choses. On voit effectivement les papiers, donc les documents sur lesquels travaille Lemkin. Et puis, il y a effectivement quelque chose, je crois, qui touche beaucoup peut-être d'ancienne génération, parce que peut-être que demain on n'écrira plus effectivement à la plume, eh bien c'est le stylo qui est dans la poche. Et vous voyez, en fait, là c'est intéressant parce que là on voit Lemkin au travail. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une photo de moins bonne qualité, mais effectivement qui dit effectivement une certaine vérité de l'homme. Donc vérité de l'homme, c'est aussi ce qu'on souhaite effectivement mener dans ces conférences Lemkin. Et ces conférences Lemkin, elles ont beaucoup effectivement d'avenir, 2024 la conférence Lemkin, 2025, et elles vont continuer. C'est à Montpellier, effectivement, que la conférence Lemkin se maintiendra, et donc on installe, si vous voulez, vraiment une tradition de connaissance, de reconnaissance, de justice, et effectivement c'est mérité pour la ville de Montpellier. Merci beaucoup, et je vous propose effectivement de passer la parole au professeur Clément, et ensuite à Montina, eh bien nous nous retrouvons pour notre deuxième. Oui, comme Vincent l'a indiqué, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une conférence Raphaël Lemkin, j'ai pensé qu'il serait plus judicieux d'aborder la question des génocides du XXe siècle plutôt que de m'enfermer dans le seul cas arménien. Alors, c'est pas un exercice très facile, mais je vais m'y essayer avec vous. Alors, je voudrais d'abord souligner, en gros, le but du jeu, c'est de mettre en exergue des similitudes et des singularités des trois principaux génocides du XXe siècle. Alors, je crois que c'est M. le maire qui a évoqué les héros. Non, ça doit être... oui. Alors, très souvent, y
compris dans l'enseignement sur les génocides dans le système scolaire français, on aborde très rarement le cas des Namas et des héros. La raison, elle est très simple. On a énormément de mal à inscrire leur cas spécifique dans les 3 génocides qui ont, eux, qu'on rentre plus aisément dans les cases qu'on a essayé de créer, que je vais évoquer après. Pour une raison très simple. On n'a pas affaire à un État qui extermine des sujets ou des citoyens de leur propre pays, mais on a affaire, dans le cas des héros et des Namas, à un génocide qu'on appelle colonial, c'est-à-dire une puissance coloniale qui vient et qui extermine des minorités locales pour bâtir en fait un empire colonial sur place. Voilà, je voulais souligner un petit peu ce point. Alors concernant les 3 génocides du XXe siècle, qui sont mis maintenant en avant dans le système éducatif français, la distinction majeure qu'on observe, c'est la suivante. Dans le cas des populations Tutsis du Rwanda et des Arméniens, on a affaire à un génocide qu'on appelle un génocide de voisinage. C'est-à-dire qu'il y a une participation directe d'une partie de ces sociétés directement aux violences physiques ou à la captation des biens des victimes. Voilà, ça c'est un point, alors que si on observe évidemment le cas de la Shoah, on est dans un autre contexte. Il y a une dimension de gestion, si on peut dire, plus rationnelle, avec l'usage on va dire, de troupes ou de tueurs spécialisés, plus spécialisés, et rarement une contribution directe des civils allemands. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a des marqueurs dans ces génocides, et je vais évoquer maintenant ces marqueurs qu'on retrouve dans les 3 cas de figure. Déjà, on a affaire le plus souvent à ce qu'on appelle un processus génocidaire cumulatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les années antérieures à l'acte génocidaire, on observe, c'est le cas dans l'Empire ottoman, ça va être le cas en Europe centrale, des pogroms ou des massacres arméniens pour les Arméniens, des pogroms par exemple pour les Juifs en Roumanie, qui ont été parmi les plus violents au début, fin 19e, début 20e siècle. Dans le cas des Tutsis, on est dans le même cas de figure. Avant 73, après 73, Alors, ces pogroms, il ne s'agit pas d'un génocide, bien entendu, mais ces pogroms, ces massacres, sont en train de préparer les opinions publiques locales aux violences à venir et contribuent à délégitimer, à exclure en quelque sorte du champ social ces populations qui un jour vont être visées. Après, le génocide lui-même, il nécessite une condition absolue, et on l'observe dans ces 3 cas de figure. C'est la guerre qui est la condition qui déclenche une intention vers une mise en œuvre. Voilà, ça c'est le point clé. Et Yves Ternon, dans ses travaux, l'a magnifiquement, il a un livre très, très célèbre à ce sujet, je crois que ça s'appelle Guerre et génocide, où il met très très bien en exergue cet élément. Donc dans les 3 cas qui nous intéressent, on retrouve effectivement cet élément. Le deuxième élément qu'on retrouve, qui est propre à ces trois types de violences de masse, c'est la nature du régime qui est en place à ces moments-là. Et vous voyez, ça c'est un élément qui, dans l'enseignement des génocides, et croyez-moi, Vincent Duclerc a pas mal travaillé là-dessus, constitue un élément clé, parce que c'est une manière, en quelque sorte, d'interpeller les élèves pour
pour qu'ils deviennent en fait des citoyens responsables et qu'ils sachent ce que signifie une perte des valeurs démocratiques dans un pays. Voilà. Alors, quand je parle de nature du régime, bon, vous n'avez pas besoin d'un dessin. Hein. Dans le cas des Jeunes Turcs, évidemment, c'est un parti unique. Dans le cas de la Shoah et des nazis, on en sourit presque, hein, tellement c'est une évidence, c'est un régime fasciste. Et dans le cas des Tutsis, il y a une apparence de démocratie, mais qui est totalement fictive, avec des pratiques extrêmement radicales. Alors, la nature du régime, c'est une chose, mais derrière, il y a un élément qui se dissimule et qu'il faut très très bien comprendre dans les trois cas. C'est que derrière ce régime officiel, qui a des ministères, etc., existent des comités centraux, c'est-à-dire une dizaine de personnes la plupart du temps, qui dirigent ces partis uniques et qui en fait court-circuitent systématiquement tout le système même gouvernemental, étatique de ces pays, en contrôlant, en prenant les décisions principales. Hein, on n'a évidemment aucun document qui prouve que chacun de ces comités centraux a donné l'ordre d'exterminer, mais bon, on a tous les signes qui montrent qu'en fait, c'est eux qui ont décidé et qui mettent en œuvre. Alors comment ils font? Ils font des choses très simples. Ils commencent par réformer l'armée. Alors, réformer l'armée, c'est vraiment un euphémisme. En fait, ils mettent en place des officiers qui sont directement rattachés et membres du parti. Ça, c'est le premier. Ils font à peu près la même chose avec la haute fonction publique. On ne met que des cadres attachés au parti. C'est des éléments qu'on peut retrouver aujourd'hui dans pas mal de cas, n'est-ce pas? Alors, donc, le deuxième cas. Et puis, évidemment, dans les provinces, des préfets, des sous-préfets, etc., qui obéissent. Troisième outil et révélateur dans les trois cas de figure, c'est l'usage de milices qui sont non pas attachés au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Défense, mais directement au comité central Jeunes Turcs. Alors, je dis Jeunes Turcs, je pourrais dire nazis, hein, avec les troupes SS, les Hutu Power pour le Rwanda. Et ces troupes, elles ont une singularité, ces milices, c'est que la destruction physique des populations visées, c'est eux qui vont mettre en œuvre. Et le tout sous une forme totalement, comment dire, informelle. Il n'y a aucun ordre administratif qui vient du ministère de l'Intérieur, etc. On détruit en sous-main. Et je reviens encore à une référence d'Yves Ternon, c'est lui qui a mis en exergue que quand ce type de régime commet un génocide, il intègre déjà dans l'organisation du génocide le déni. Le déni est déjà installé dès l'origine. Voilà. Alors, donc j'ai évoqué les similitudes, les éléments déclencheurs, et je voudrais... Oui, je voudrais insister un petit peu sur le cas du génocide des Tutsis du Rwanda. Alors, à la différence quand même de la Shoah et du génocide des Arméniens, qui sont commis au cours de la première, ou de la deuxième et de la première guerre mondiale, le génocide des Tutsis est commis dans le cas, on va dire, d'une guerre régionale. C'est un petit peu difficile de la qualifier, cette guerre. En fait, c'est une guerre larvée qui dure depuis très longtemps, depuis au moins le début des années 90. Alors, si les massacres ou pogroms ont été commis durant les décennies précédant ce génocide, ce n'est que dans les années 90-94 qu'une radicalisation a été perceptible au sein même du parti unique, le MRND, officiellement incarné par le chef de l'État, Juvénal Habyarimana,
mais dans les faits, contrôlés, et ça c'est par ce qu'on appelait le réseau zéro. Alors là, on est très très bien documenté là-dessus, quand nous avons travaillé avec la commission sur les archives, notamment militaires, on a pu avoir une documentation assez fournie qui nous ont permis d'identifier, en fait, le président rwandais était un peu ou beaucoup otage de sa belle famille. Et sa belle famille, c'était le réseau zéro, donc un clan, le clan de son épouse, qui était au nord du Rwanda, et avec des beaux-frères qui contrôlaient une bonne partie de l'économie du pays, qui contrôlaient l'armée, et qui en fait mettaient en musique ce système autoritaire. Vous savez, quand nous avons travaillé, nous n'avons pas réussi à conclure sur la responsabilité de l'attentat commis contre le président rwandais, où son avion a été abattu et où il est mort en même temps que le président du Burundi. Mais tout de même, on a été forcément prudent dans un rapport officiel, mais on a presque tous eu le sentiment que l'acte provenait probablement de la belle famille du président, parce que le président rwandais était sous pression internationale pour essayer d'ouvrir le pays à la démocratisation, et que sa belle famille craignait probablement, s'il cédait, de perdre en fait ses prérogatives que j'ai évoquées un petit peu auparavant. Donc, ce réseau zéro, je disais donc issu de gens proches de la belle famille présidentielle, il avait organisé des escadrons de la mort. Et toutes les violences même antérieures au déclenchement du génocide lui-même en avril 1990, eh bien, tout cela ça se présente comme des assassinats politiques, provocations, une radio nationale qui pousse au crime, et très tôt, hein, dès 1993, et qui engendre une atmosphère de plus en plus propice. En tout cas, ces détenteurs de tous les pouvoirs qu'ils considéraient comme leur propriété exclusive, phénomène qu'on observe d'ailleurs parmi les cadres jeunes turcs entre 1908 et 1918 et parmi les notables du parti nazi dès 1933, l'acquisition de propriétés immobilières ou de biens culturels des groupes ciblés étant dans les trois cas un privilège acquis. Autour de ces élites gravitait également une population de notables locaux avides de s'accaparer les biens des victimes, qui a adhéré à cet effet à la politique d'extermination décidée par le parti dominant. Dans le cas arménien et tutsi, il existe en outre un enjeu territorial et, dans les trois cas, l'obsession de construire un État-nation purifié, évidemment j'y mets des guillemets, de ces scories malfaisantes. C'est une des terminologies qui est souvent employée. D'ailleurs, on retrouve un vocabulaire quasiment similaire dans les trois cas de figure, de microbes, de scarabées, d'insectes, etc. Donc, et pour conclure, et pour revenir sur la notion de déni, le déni est constitutif des génocides, imposés d'emblée par les régimes perpétrateurs. Par glissement successif, celui-ci se transforme au fil du temps en négationnisme, avec, dans les cas extrêmes, comme la Turquie contemporaine,
une politique d'État associant son système éducatif et ses réseaux diplomatiques, ou encore l'héroïsation des perpétrateurs dont les noms sont donnés à des rues ou des établissements scolaires. Dans les trois cas, certains cercles politiques étrangers sont mis à contribution pour travestir les faits, les relativiser. Les réseaux universitaires nationaux ou internationaux sont approchés, parfois subventionnés, sous forme de bourses de recherche destinées à accréditer les thèses officielles. Les réseaux sociaux sont également inondés de ces vérités et contribuent à populariser les thèses négationnistes. Face à cette institutionnalisation du révisionnisme, parce qu'il s'agit bien de ça, les défenseurs des droits de l'homme, certains cercles d'opposition, des descendants de victimes et des universitaires tentent de rappeler que des justes, j'ai mis des guillemets puisque c'est général, se sont opposés à ces violences de masse en sauvant des voisins au risque de leur vie. Il s'agit aussi de donner en exemple aux jeunes générations des modèles éthiques autres que ceux des criminels qui continuent à être honorés. Cette pédagogie constitue un barrage moral que des militants courageux nourrissent quotidiennement au risque de leur propre liberté. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Raymond Verroquian, et donc je pense que l'assistance a bien compris l'importance du travail donc de comparaison et le fait que le génocide des Arméniens permet d'éclairer le génocide des Tutsis au Rwanda et réciproquement. C'est pour ça que l'apport de Raymond Verroquian de cette commission de recherche a quand même marqué un moment, puisque le président de la République est allé à Kigali pour exactement présenter les conclusions du rapport, qui sont des conclusions extrêmement sévères sur l'exécutif mitterrandien de 1990 à 1994. Bien sûr, nous n'étions pas effectivement dans l'avion présidentiel parce que la recherche est indépendante. Hein. Et je dois aussi préciser que le président de la République, dans son discours, s'est appuyé sur les travaux d'Hélène Dumas. Et en fait, c'est important aussi de voir que là, on a eu un moment où vraiment la recherche était portée par le politique, et je dois effectivement considérer que c'est important. C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac en 1995 pour le fameux discours Nouvelle Livre, où il a reconnu que la France avait commis l'irréparable. Donc merci infiniment à Raymond Verroquian, hein, et on a là effectivement, je pense, un exemple bien d'un investissement scientifique dans un sujet absolument terrifiant et qui permet effectivement de donner du sens, et c'est absolument ce que la société attend de nous. Donc nous tournons maintenant vers le professeur Valentina Calzolari. Alors, comme je l'ai dit, ça fait en fait 7 ans qu'on attend de vous entendre, donc nous sommes extrêmement heureux, voilà, de goûter ce moment extrêmement fort où vous allez nous parler de littérature arménienne et de génocide. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de ces magnifiques colloques. Merci à la direction de l'Institut Maïmonide. Merci au maire de la ville de Montpellier pour cet accueil. Et vous l'avez compris, le Saint-Luther est un fidèle. Donc on n'a pas pu se rencontrer à l'occasion de ces colloques, mais l'invitation est arrivée à nouveau. Et voilà, c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai accepté d'être ici à ce moment très, très important. La conférence annuelle vise à réfléchir sur les 110 ans écoulés depuis le génocide des Arméniens, mettant en lumière les mémoires collectives et individuelles, les leçons tirées et les perspectives pour l'avenir. Je tire ce mot de l'argumentaire du colloque. Dans nos réflexions, il est impossible de ne pas... Vous m'entendez ? Dans nos réflexions, il est impossible de ne pas prendre en considération, en plus du génocide de 1215, le nettoyage ethnique du Karabakh, dont le caractère génocidaire a été souligné par des historiens et des acteurs éminents du droit international, et qui s'est déroulé dans la plus parfaite impunité sous les yeux de la communauté internationale. Le lien entre négationnisme et les États perpétrateurs de cette nouvelle agression est connu, entre autres, grâce aux publications des mes voisins. Entouré des
spécialiste distingué d'histoire, je pensais avoir aussi à mes côtés donc un spécialiste du droit, et j'ai décidé de proposer à votre attention quelques réflexions issues de mes recherches portant sur la littérature des catastrophes. Cela a été dit, mais il y a une chose quand même que je voudrais ajouter. On a parlé tout à l'heure des genocide studies, et on peut se poser la question pourquoi toujours genocide studies en anglais, ça doit correspondre à quelque chose dans l'histoire de la recherche, mais dans les domaines des genocide studies, la littérature a attendu longtemps avant d'être présente. Alors, il faut saluer un super colloque que mes deux voisins ont organisé il y a 10 ans à Paris, où il y avait une conférence importantissime sur un auteur que tout le monde maintenant devrait lire, parce qu'il y a une traduction, donc vous n'avez pas d'excuses. C'est Vorkuni, le candidat, qui accroche vraiment la question du rapport turco-arménien avec des perspectives incroyables, donc si on pense à l'époque où il a écrit. Mais quand même, je vois ma carrière professionnelle à la Suisse, comme je suis italienne, je voudrais rappeler qu'avant vous, Hans Lukas Kieser, donc, qui est bien connu dans le domaine des études sur le génocide, il m'avait invité, quelques années auparavant, dans votre colloque, à réfléchir sur 1915 dans la littérature arménienne. Et c'était le début vraiment d'un intérêt qui continue jusqu'à maintenant, donc un intérêt vraiment des recherches. Dans une perspective mémorielle, j'ai décidé de donner la parole aux écrivains et journalistes arméniens rescatés, qui ont écrit dans les années immédiatement après le génocide, dans la période éphémère mais fondamentale du retour des Arméniens à Constantinople entre l'armistice de Migros, en octobre 1918, et le début de la diaspora arménienne sans retour possible des années 1920. Une période brève mais fondamentale et peut-être pas suffisamment connue du point de vue de l'histoire, entre autres, littéraire arménienne. Ces auteurs et ces autrices ont trouvé la force et le courage d'écrire sur l'innommable, à la fois dans leur langue, une langue rescapée, pour reprendre les mots de l'écrivain Grigor Beledian, ainsi que dans des langues étrangères, mais surtout dans la langue rescapée, donc dans la langue arménienne. Leurs écrits ont été publiés entre 1917 et 1924, en partie à Constantinople, en partie à l'étranger. Dans le combat commun qui nous réunit ici contre le négationnisme et le mémoricide, il convient que les noms de ces écrivains arméniens soient mentionnés à côté des personnalités étrangères qui, depuis les années 1890, je parle suisse, vous savez, se sont manifestées et ont œuvré en faveur des Arméniens et de la mise au point du cadre juridique indispensable pour condamner et prévenir les génocides. Et je vais donc les mentionner, ces écrivains arméniens. Il faut commencer par Zabel Essayan, la première à avoir inauguré l'écriture de témoignages de Gaia Krokun. Il y a un nom, un néologisme créé à l'époque, donc avec Dans les ruines, publié en 1911, 2 ans après les massacres des Arméniens de Cilicie, toujours Zabel Essayan, en 1915, et je souligne bien 1915, à Sofia, Essayan publie sous le faux nom masculin de Viken un récit inachevé, suivi en 1917, avant même la fin de la guerre, de L'agonie d'un peuple, paru par Bakou, où Essayan s'était mis à l'abri et collaborait avec des reporters français, traduisant en fait les témoignages des Arméniens, des témoins arméniens, et pour les rendre accessibles à ces reporters de guerre français, Henri Bakou est le nom qu'il faut mentionner dans ce contexte. Et je vais mentionner encore, sans pouvoir donner plus de détails et sans prétention d'exhaustivité, Aram Andonian, Grigoris Balakian, Yervant Odian, Théotique, Michael Chandanjan, Buzant Pozajan, Garabet Kapikian. Garabet Kapikian rédigea un récit auquel il donna le titre de Yerer Nabadoum, de nouveau un néologisme, un mot composé. Qu'est-ce que ça veut dire? La narration du Yerer, le mal absolu, c'est ça la signification étymologique de ces mots. Ces néologismes arméniens, Yerer Nabadoum, la narration du Yerer, montrent bien, à mon avis, la conscience de la part de cet intellectuel arménien des Sidas qu'un nouveau genre d'écriture était nécessaire pour parler du crime sans précédent, pour utiliser une expression souvent utilisée dans les récits dont je vais vous parler. À ces écrits, il faut ajouter encore les pages des journaux qui, à partir de novembre 1918, reprirent leur activité à Constantinople avec un double but au moins: renouer avec les activités interrompues et résister par cela à l'arrêt des morts subis, tout en signalant par la création de nouvelles rubriques
la perte et la fracture radicale avec le passé. Ces écrits constituent, comme je l'ai dit, donc l'un des sujets de mes recherches, mais c'est avec une approche particulière que j'ai laissé à nouveau aborder ces dernières années, en réponse à une sorte de refrain, presque un mantra, qui est couramment répété et qui entoure l'image des Arméniens depuis les événements du Karabakh. Il ne s'agit pas d'une image nouvelle, mais d'une certaine représentation des Arméniens qui trouve ses origines dans des temps plus éloignés et qu'il conviendra de situer dans les contextes actuels. Dans les articles de presse publiés après la dernière guerre du Karabakh, l'épithète martyr a souvent été associée aux Arméniens. On a pu lire des propos percutants tels que, je cite, « L'Arménie, c'est toujours la même histoire qui recommence dans une indifférence quasi générale. Le martyr est une habitude à prendre. » Fin de la citation. Ou encore, aux dictateurs déterminés à exterminer les Arméniens, on oppose le peuple arménien représenté en tant que, je cite encore une fois, un peuple martyr. Le concept de martyr, tel qu'il a été souvent évoqué dans les médias, ne renvoie pas uniquement à la simple notion des victimes, mais porte souvent une connotation religieuse. Cette désignation, fréquemment relayée par les discours médiatiques et politiques occidentales, s'accompagne d'une certaine vision des Arméniens qui n'est pas exempte, à mon avis, d'une récupération idéologique de leur histoire, passée et présente, sur laquelle je reviendrai. Une autre dimension vient enrichir la réflexion. Je pense aux déclarations du Premier ministre de la République d'Arménie à partir de décembre 2024 sur la nécessité d'abandonner la représentation de la nation arménienne comme d'une nation martyre. Déclaration bien différente des propos qu'il avait tenus encore quelques mois auparavant, quand il avait souligné la valeur sacrificielle du sang versé par les soldats arméniens martyrs sur le front du Karabakh, en les présentant comme porteurs de, je cite, des nouvelles possibilités pour l'État arménien lui-même. Les nouvelles déclarations sont vraisemblablement à expliquer à partir du contexte politique dans lequel se trouve l'Arménie aujourd'hui et du processus de négociation dans lequel elle est engagée. Avec une toute autre perspective, la voix de quelques représentants du monde académique, diplomatique et politique arménien en dehors de l'Arménie, tels que Gérard Libarian et Garo Paylan, invitent les Arméniens à sortir de la posture des victimes pour adopter un regard autre sur les événements des dernières décennies et sur l'actualité. Cela ne signifie pas que les Arméniens n'ont pas été victimes, mais qu'ils ne peuvent pas adopter une auto-perception passive en tant que peuple martyr, mais s'ouvrir plutôt à d'autres formes de réflexion. Sans commenter davantage ces propos, on peut remarquer l'actualité du débat autour de ces concepts. Mais revenons aux sources de l'immédiat après-guerre et de l'après-génocide. On peut constater une constante frappante dans un certain regard occidental sur les Arméniens aujourd'hui comme dans le passé. Et c'est cette constatation qui m'a incité à revenir aux sources arméniennes de l'après-génocide afin de vérifier si un discours similaire y est aussi présent. Alors, pour le dire plus clairement, dans quelle mesure les écrivains et journalistes arméniens rescapés, ceux que j'ai mentionnés et d'autres encore, dans quelle mesure donc, ces rescapés ont-ils rédigé leurs témoignages à travers le prisme du martyr et des représentations symboliques qu'ils véhiculent? Se sont-ils ou elles, d'une manière ou d'une autre, perçus, représentés comme des martyrs? Et dès lors, comment convient-il comprendre ces concepts, tout particulièrement dans le cadre d'une écriture testimoniale? Ma lecture donc, de ces sources a été soutenue par le support critique d'une abondante littérature scientifique. Il existe une abondantissime littérature scientifique consacrée au concept de martyr, qui vient de l'Antiquité, mais comme clé d'interprétation d'événements liés à l'histoire contemporaine. Ces champs d'études vastes, caractérisés par des approches diverses, s'intéressent notamment à l'idéologie sous-jacente à la représentation des victimes en tant que martyrs, ainsi qu'aux démarches intellectuelles qui, au travers d'une certaine sélection et interprétation des événements, tendent à inscrire dans un processus mémoriel les éléments jugés pertinents dans la construction d'une mémoire collective fondatrice de l'identité du groupe.
Bon, parmi les différentes facettes, je continue encore, pour souligner que parmi les différentes facettes de la représentation de la mort comme martyr, figure l'idée du sacrifice volontaire, à savoir de l'acceptation de la mort pour un idéal qui soit religieux ou laïque. La valeur inhérente au sacrifice dépasse la seule dimension individuelle pour acquérir une dimension collective. Le sacrifice est perçu comme ouvrant la voie au salut de la collectivité à laquelle le ou la martyr appartient. Une fois ces quatre théories brièvement posées, revenons aux écrits des écrivains et journalistes arméniens rescatés pour souligner que le vocabulaire et la rhétorique du martyr sont loin d'y être dominants, bien au contraire. Une telle rhétorique, un tel vocabulaire, un tel imaginaire est totalement absent des écrits des Andonian, Kapitian, Odian, Marginal, chez Chandadjan et Bozadjan. Tout autre est le cas de l'œuvre de Monseigneur Grigoris Balakian, érudit et homme d'Église, qui mobilise l'ancienne littérature martyrologique chrétienne et l'ancienne historiographie arménienne comme grille de compréhension des événements. Perspectives politiques et perspectives religieuses vont de pair dans son Golgotha arménien, tel est le titre de son récit de témoignage. Une œuvre qui frappe par l'utilisation de la représentation des victimes à l'image du Christ. Golgotha arménien, c'est explicite déjà le titre. On y trouve l'idée de la mort comme sacrifice, dont les effets auraient été positifs pour la collectivité, et notamment pour la patrie. Au dire des Balakian, la première République d'Arménie, 1918-1920, sa liberté, aurait été possible grâce à l'effusion du sang d'1,5 million de martyrs arméniens. Sans commenter d'un point de vue historique ces propos, publiés en 1922, l'idée que la mort, considérée comme sacrifice, aurait procuré aux Arméniens, présentée comme une nation, la plus haute issue positive espérée, peut être lue comme une tentative de donner un sens à la violence sine causa et à l'absurde, autrement dit à ce qui est humainement inconcevable et inimaginable. L'idée de sacrifice volontaire, par ailleurs, présuppose la possibilité pour les victimes, volontaire, j'insiste, présuppose la possibilité pour les victimes de choisir entre la vie et la mort, alors que ce choix ne leur fut pas accordé. Le projet des gens turcs étant animé par une volonté d'extermination des Arméniens. Cette tentative de donner un sens à la violence, ce que Primo Levi avait appelé la violenza inutile, peut être lue à la lumière des considérations de Bruno Bettelheim à propos de l'utilisation, lorsqu'il s'agit de parler de la Shoah, du mot holocauste et martyr. Pour Bettelheim, l'utilisation de ce mot revient à une mystification des victimes. Il considère cette vision comme une distorsion de ce qui est arrivé. Il remarque qu'elle est susceptible de procurer une forme de soulagement chez ceux qui en font recours, mais qu'elle trahit ceux dont les Juifs ont été réellement les victimes. Un plan d'extermination motivé par l'idée de la nécessité de l'épuration d'une race considérée d'une race considérée inférieure pour permettre à une race considérée supérieure de s'affirmer. Nulle place pour le choix, nulle valeur rédemptrice, nul bénéfice à attendre d'une telle mort. Je me réjouis d'entendre Madame Annie Passot parler des abeilles et Sayan mercredi. L'analyse des écrits de cette écrivaine montre que le vocabulaire et la rhétorique du martyr sont totalement absents dans l'agonie d'un peuple, c'est-à-dire le récit des témoignages publiés en 1917. Plus complexe est l'analyse de Dans les ruines de 1911, où un tel vocabulaire est présent, mais avec une connotation différente par rapport au Golgotha arménien de Balakian. Je me limiterai à souligner que bien que la représentation de la mort en tant que martyr soit présente, chez Sayan, il n'y a aucune tentative de donner un sens à l'absurde, ni aucune sublimation du martyr comme fondateur d'un avenir étincelant, le drapeau arménien évoqué par Balakian. Le deuil, le sentiment de communion avec le peuple arménien dans la douleur peuvent permettre pour Sayan de se délivrer de la souffrance
non pas de l'idéaliser. Aucune dimension des consolations associées au martyr n'est incluse dans cette œuvre, ni aucune représentation de la mort des Arméniens comme celle de martyrs volontaires pour la défense de la foi. Voici donc un résumé, un premier bilan concernant quelques sources arméniennes, j'insiste, dès l'après-génocide, vraiment dès l'après-guerre. À l'exception notable des Balakiens, ces écrits ne mobilisent pas le concept de martyr, ni comme clé d'interprétation des événements, ni comme dispositif conceptuel et stratégie d'écriture pour décrire les victimes. Cette posture, donc, des écrivains, des intellectuels arméniens rescatés, contraste nettement avec celle que l'on observe dans d'autres récits de témoignages rédigés en français ou en anglais à la même époque. Et c'est donc ce double corpus de textes que j'ai lu à notre part. Dans ces derniers, on constate une association entre l'acceptation volontaire de la mort, d'une part, et la fidélité à la foi chrétienne, d'autre part, renforçant ici l'imaginaire du martyr dont la matrice est d'origine religieuse. Alors, je limite mon analyse à quelques exemples seulement que je vais présenter sans aucune ambition d'exhaustivité. Dans Au pays de l'épouvante, l'Arménie martyre, publié à Paris en 1917 avec une préface de Paul Deschanel, Henri Barby, reporter de guerre, le même qui était en contact avec Zabel et Sayan, représente les souffrances des Arméniens en termes de martyr. Il résume l'histoire arménienne depuis les temps les plus reculés comme, je cite, un long martyrologue, et décrit le projet d'extermination des gens turcs comme le dernier épisode qu'il définit comme un martyr sans exemple, motivé par la foi chrétienne des Arméniens. Cette insistance sur le martyr et sur l'attachement des Arméniens à leur religion avait pour but d'attirer la bienveillance du public occidental. Dans quelques extraits du texte, le journaliste insiste sur la proximité des Arméniens avec le, je cite, monde civilisé européen, et souligne que c'est bien dans cette affinité que demeure la cause principale de la, je cite, frénésie turque des dévastations, de sang et de mort. La vraie raison de cette volonté de destruction, au dire de Barby, et je cite, c'est que l'Arménie en Orient représente la civilisation occidentale. Pour rehausser la valeur civilisatrice de l'Arménie, Barby l'oppose à la barbarie turque, selon un topos que l'on trouve dans d'autres écrits de l'époque. Il en appelle à la solidarité de l'Occident, et plus particulièrement de la France, afin de soutenir une Arménie libre, considérée comme un bastion de civilisation. L'aide à l'Arménie est présentée comme un impératif moral et un devoir, avec la défense des valeurs humanistes. Le concept de martyr, employé par Barby, offre à cet auteur non seulement une grille d'interprétation des événements, mais aussi des instruments idéologiques pour faire aboutir son projet humanitaire, bien sûr, tout à fait louable. Barby expose sa représentation du génocide des Arméniens à travers ses vocabulaires. Déplaçons-nous aux États-Unis. Un projet similaire, mais avec des différences quand même détails, se trouve dans Ravished Armenian, titre du témoignage de Aurora Mardiganian, couché par écrit en anglais ainsi que révisé et en partie manipulé par les membres du comité de l'American Committee for Armenian Syrian Relief. Rappelons que Aurora Mardiganian est le nom imposé par les membres de ce comité à Asha Louis Mardigan, une jeune arménienne réfugiée aux États-Unis depuis 1918. La publication du témoignage écrit et la sortie du film qui en fut tiré grâce aux grands moyens hollywoodiens en 1918-1919, tous deux soutenus par l'American Committee, s'inscrit dans le contexte des débats sur un possible mandat américain en Anatolie, encouragé par le président Wilson et soutenu par les lobbies protestantes américaines. Leur but était à la fois humanitaire, récolter des fonds pour les rescapés, et politique, favoriser une Arménie indépendante sous mandat américain. Aurora est présentée comme une figure quasi messianique chargée d'une mission divine, témoignée dans un champ d'action choisi par Dieu, l'Amérique, pour permettre la résurrection de l'Arménie. Le récit est valorisé par des références bibliques et par une forte symbolique chrétienne, ainsi sur l'image du peuple arménien comme du premier peuple chrétien sur terre, dans le but de le présenter dans une perspective valorisante aux yeux du public américain sollicité.
Les souffrances subies par l'Arménie chrétienne incarnée par Aurora Elbem sont représentées en termes de martyrs. L'idée de résurrection de l'Arménie et de la chrétienté violée et martyrisée est étroitement liée à cette vision sur la base de la valeur salvifique attribuée à la souffrance selon la théologie du martyr. Pour faire mieux ressortir la représentation valorisante des Arméniens, Ravishtan Minia construit une opposition nette entre l'Arménie chrétienne et le monde turc, selon une logique binaire opposant civilisation et barbarie. Cette dichotomie typique des discours de propagande de l'époque s'appuie sur des stéréotypes largement diffusés, notamment celui du turc sauvage. Ce recours à des images simplificatrices contribue à essentialiser les identités en jeu, au détriment d'une lecture historique appropriée. Tel n'était pas le but des acteurs qui étaient derrière cette initiative. Le film et le livre mettent en scène les souffrances des Arméniens comme un martyr, notamment à travers des images fortes comme la crucifixion des jeunes filles, fruit d'une manipulation du témoignage à des fins de propagande, comme l'a révélé plus tard Aurora Mardiganian. Et l'interview, on peut l'entendre, elle est donnée à Arménien, et se trouve sur YouTube. Mais beaucoup d'années plus tard, après la parution du livre et du film. Au-delà de l'aspect de propagande que l'on trouve dans Ravishtan Minia, il faut souligner, si besoin est, que l'association entre mort et fidélité à la foi chrétienne suggère l'idée fausse que le génocide aurait eu essentiellement une dimension religieuse. Or, si cette dimension a joué un rôle, les études contemporaines sur le génocide, je l'ai pas ont montré aussi la dimension nationaliste, soutenue par une idéologie empruntée au darwinisme social, on a entendu Fanny Pozasan tout à l'heure, et la dimension économique. Mais nous sommes en 1919, et les avancées de la recherche étaient à venir. Un cas à part par lequel je souhaite terminer est celui de Paylazou Kaptanian, institutrice arménienne de Samsun, dont nous pouvons lire les mémoires d'une déportée arménienne, publiées en français à Paris en 1919 dans la traduction d'Isabelle Essayan. Le texte arménien fut publié seulement 3 ans plus tard aux États-Unis. Ça va avec son titre. Je n'ai pas eu accès, mais c'est la version française qui nous intéresse, et c'est déjà significatif. La version française a anticipé la publication du texte arménien. Ça veut dire quelque chose à propos du destinataire. Dans Mémoire d'une déportée, Kaptanian met en avant la bravoure et la fidélité religieuse, surtout des femmes arméniennes pendant le génocide. Elle valorise celles qui ont préféré la mort ou l'exil plutôt que l'abandon de leur foi, soulignant leur choix volontaire face aux persécutions, alors qu'elle dit éprouver, je cite, un sentiment de répulsion et de pitié à l'égard des Arméniens et Arméniennes qui ont accepté l'islamisation. À travers un épisode symbolique où des femmes déportées, elles y comprises, traversent les montagnes du Taurus en priant continuellement et en tenant leur Bible entre les mains, Kaptanian développe une vision essentialiste de la femme arménienne, où identité arménienne et religion vont de pair. La femme arménienne est fidèle à sa foi en toutes circonstances, dit Kaptanian. Cette valorisation est inscrite dans une temporalité longue. Elle insiste sur la continuité de ses qualités comme d'un trait identitaire franchissant les siècles. C'est à cette femme arménienne idéalisée que Kaptanian confie le rôle d'attirer l'attention du monde civilisé, encore une expression que je vais citer, conclue à Kaptanian, et plus précisément les grands réunis à la conférence de paix, à qui c'est écrit en français s'adresse et d'où elle attend justice. Les femmes islamisées esclaves qui n'eurent en réalité aucun choix et dont le sort était bien connu à l'époque, elles n'ont pas de droit de parole dans ces mémoires, contrairement par exemple au récit des témoignages de Essayan et de Bantotian. Le choix de la langue française et le destinataire du texte expliquent cette proximité des mémoires de Kaptanian, rescapées arméniennes, avec d'autres sources en français et en anglais, non arméniennes, visant à inscrire les événements dans un processus mémoriel qui place la souffrance et le martyr dans une certaine vision du peuple arménien et de son identité. On peut parler, j'approche de la fin, on peut parler à propos des Kaptanian d'une perspective occidentale intériorisée
Celle-ci idéalise le martyr comme une expression de fidélité, non seulement à la foi, mais aussi à l'identité arménienne. La valorisation des Arméniens en tant que peuple chrétien s'accompagne comme d'un repoussoir d'une vision péjorative des Turcs barbares et inversement d'un rapprochement considéré comme valorisant entre les Arméniens et l'Occident dit civilisé et civilisateur. Pour terminer, plus d'un siècle après le génocide des Arméniens, des échos de cet imaginaire du martyr associé aux Arméniens ont réapparu dans les narratifs liés au conflit du Haut-Karabakh. On constate également, telle est mon interprétation, que j'assume, une récupération idéologique de cette vision des Arméniens pour justifier l'idée d'un prétendu choc des civilisations et d'une incommunicabilité foncière entre le monde chrétien, utilisé en tant que synonyme du monde occidental civilisé, dont les Arméniens sont perçus comme l'avant-poste en Orient, et le monde islamique. L'opposition entre civilisation et barbarie a trouvé à nouveau sa place dans la presse récente, 110 ans après. Certes, les questions sont complexes. Il faut se garder de toute vision généralisatrice ou simpliste. Néanmoins, force est de constater qu'aujourd'hui encore, comme dans l'immédiat après-guerre, malgré 110 ans d'avancée dans la recherche et le débat, des images stéréotypées nourrissent le discours occidental et son agenda. Au-delà des expressions de solidarité certes importantes, aucune aide concrète n'a été apportée aux Arméniens pour prévenir le blocus et l'épuration ethnique qui a frappé le Haut-Karabakh. Il ne faudrait pas que le peuple arménien soit assigné à un destin des peuples martyrs, comme s'il s'agissait d'une fatalité. Merci beaucoup à Valentina, on pourra vous écouter des œuvres, parce que non seulement on est baigné par tous ces noms d'écrivaines et d'écrivains arméniens, et du reste, en fait, il y a Yerevan, il y a quelques jours, on parlait précisément de Yerevan dans l'Orient, et donc c'est là, on voit l'articulation des colloques entre eux, c'est évident, mais en même temps, c'est bien effectivement de le mesurer. Et puis votre thèse est extrêmement intéressante. Finalement, les sources occidentales, je pense, ça c'est une question qu'on pourrait vous poser, puisque là on ouvre le débat, est-ce que cette vision occidentale d'un peuple martyr n'a pas d'une certaine manière freiné la compréhension des faits, mais aussi des Arméniens? Et peut-être aussi, on pourrait dans ces cas-là voir le progrès considérable réalisé par Franz Werfel, qui va sortir, je pense, effectivement, cette vision martyr arménien pour montrer la résistance de Moussada. Nous avons dans la salle un spécialiste de Franz Werfel, qui n'interviendra pas sur Franz Werfel, c'est Emile Zurek, mais certainement, effectivement, des discussions pourraient être lancées avec Emmanuel en particulier. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que vous avez raison de parler effectivement du travail de la Suisse. Vous venez de vous enseigner en Suisse. La Suisse, effectivement, ne s'est pas toujours très bien comportée dans l'histoire, en particulier lors de la Seconde Guerre mondiale. Et la Suisse aussi, c'est un peu comme tardivement la France, eh bien, aller vers la vérité, parce que vous avez eu une commission extrêmement importante, la commission Berger, donc qui a enquêté dans la complicité, d'une certaine manière, des banques suisses dans la solution finale. Et il faut savoir que la commission Berger a été extrêmement attaquée, mais qu'elle a tenu bon et que c'est l'honneur de la Suisse d'avoir fait la vérité sur une page extrêmement noire. Et peut-être mentionner aussi quelque chose de plus rassurant aussi, c'est la démarche d'un pasteur suisse de Genève, Anthony Kraft-Bonnard, qui non seulement est allé chercher des orphelins pour les secourir en Grèce, il a créé 2 orphelinats, dont l'un à Genève. Il a écrit de très nombreux ouvrages très intéressants, des ouvrages historiens, des ouvrages aussi de juristes. Et en fait, il faut savoir que le pasteur Anthony Kraft-Bonnard et sa femme, eh bien, sont les parents de Catherine Kraft-Bonnard, Catherine Kraft, qui a sauvé des enfants juifs à Dieu-le-Fils. Et aujourd'hui, dans cette petite ville de Dieu-le-Fils, a été créée à l'initiative du maire et un certain nombre de
d'écrivains présents à Dieulefit un prix, les Écritures du courage. Donc à nouveau, effectivement, oui, l'action d'une municipalité comme celle de Montpellier ou comme celle de Dieulefit. C'est très intéressant. Je voudrais juste terminer sur un dernier point qui me paraît important lorsqu'on parle aussi d'enseignement et de pédagogie, parce que, effectivement, nous pouvons effectivement en France, peut-être nous féliciter, hein, aujourd'hui, les élèves, hein, des centaines de milliers d'élèves en France, travaillent tous sur 3 génocides. Le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs d'Europe et le génocide des Tutsis au Rwanda, qui est en fait une conséquence assez directe de notre commission. Et c'est vrai que l'enseignement des génocides est très compliqué. L'une des recommandations que l'on fait effectivement aux professeurs, c'est d'amener les élèves à se saisir aussi d'une issue. C'est pour ça que les justes, c'est très important à rappeler. Par exemple, Isabelle Essayant est un personnage extraordinaire pour effectivement montrer la volonté de documenter, de faire la vérité, même si, on le sait, elle va mourir, hein, non pas dans le génocide, puisqu'elle survivra, mais effectivement, elle va être déportée au Goulag par Staline, elle disparaîtra. Et donc, je termine sur ce point-là, parce qu'on revient aussi à la forme de littérature, c'est la possibilité, quand vous enseignez le génocide des Arméniens, de terminer, moi je l'ai expérimenté avec les classes de 3e, c'était intéressant, et bien de leur dire, écoutez, on va écouter tous ensemble l'interprétation par Feu Chatterton de l'affiche rouge dédiée au groupe Manouchian, hein, donc un poème d'Aragon mis en musique par Léo Ferré, repris par Feu Chatterton pour la panthéonisation de Missak et Léonie Manouchian. Je peux vous dire que effectivement, les élèves en sortent bouleversés, mais aussi plein de volonté, de dire, voilà, on a réussi effectivement à leur apprendre le génocide des Arméniens, mais en même temps à ne pas les désespérer. Et ça, c'est fondamental. Je crois que ce que vous avez montré effectivement sur cette littérature arménienne, qu'il faut revenir et effectivement confronter avec des visions occidentales qui effectivement étaient incapables de comprendre la réalité des faits, je crois que c'était une très très belle démonstration. Moi, je vous propose d'ouvrir le débat, parce que nous avons quand même une vingtaine de minutes, hein, et puis nous pourrons clore effectivement cette deuxième conférence Lemkin, puisqu'il y en aura bien d'autres, et chaque année, nous nous retrouverons à Montpellier.